Alors bonjour à toi, dans ce nouvel épisode, je vais te parler de mon propre parcours face à l'épuisement. Comme je t'ai expliqué dans l'épisode de présentation, ce podcast, c'est pour que tu aies une safe place, pour écouter à volonté des témoignages de personnes qui ont connu l'épuisement ou des personnes qui sont en train de le vivre actuellement. L'idée, c'est vraiment que tu puisses écouter à volonté, que tu aies des clés concrètes. Ici, pas de faux semblants. On est en toute authenticité et les personnes te partagent réellement leur vécu. On n'est pas sur la théorie et on va essayer d'éviter les phrases toutes faites de prends soin de toi ou lâche prise. Des phrases finalement qui ne nous donnent pas de clés concrètes pour démarrer. Alors, je suis Ophélie, je le dis comme ça, je suis ancienne cadre de direction. Pourquoi je pose ça comme ça, cadre de direction du secteur social, médico-social? Parce que parfois, dans le management, on vit une certaine solitude. Une certaine solitude et des tabous, en tout cas c'est mon cas, un tabou autour du fait qu'on ne puisse pas aller moins bien. Pourquoi je me posais en tout cas cette obligation? C'est parce que j'ai une valeur travail de par mon éducation qui est vraiment très très imprégnée et dans l'idée où je suis une femme aussi, ce qu'on appelle dans ma culture potomitan, une femme qui se devait de tout gérer. Et donc, ce fonctionnement, je gérais tout à la maison, puisque j'ai 2 enfants, un conjoint, et je gérais tout aussi à mon travail. Et vers les années 2018, j'avais du coup mon premier enfant. J'étais dans le secteur social médico-social, un secteur que j'affectionne particulièrement, et pour autant qui a vécu de graves transformations. Ces transformations, elles ne sont pas sans impact parce qu'elles ont changé la façon de travailler. Et du coup, dans ces organisations, on a eu un mode de travail qui a été plus soutenu. Et donc, comme vous le savez, enfin, l'épuisement, il s'installe petit à petit. Dans mon fonctionnement, que ce soit à la maison ou au travail, j'étais très impliquée. Mais vraiment, cette envie de tout donner, c'était un réel engagement, en fait, le médico-social. Au-delà du travail, c'était comment finalement sensibiliser sur des questions importantes de société. Mais je me suis pas rendu compte que du coup, dans cette équation, moi, je m'oubliais. Une femme engagée auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de son travail, et j'étais passionnée. Pour moi, contribuer au bonheur des autres, c'était ça qui me mettait en vie, c'était ce qui me mettait en énergie. Lorsqu'on me demandait qu'est-ce que j'aimais faire pour moi, à l'époque, je ne savais pas franchement répondre à cette question. Ça ne me faisait pas sens. Aller au cinéma seul, je ne connaissais pas. Passer une soirée ou aller au restaurant seul, je ne connaissais pas, ça ne m'éclatait pas. Et je peux le dire aujourd'hui, même si j'ai réussi à mettre en place des choses après ma phase d'épuisement, ce ne sont pas des activités qui me portent un grand intérêt. J'aime beaucoup être entourée socialement. Je me nourris des rencontres avec les autres. Et ça, finalement, je l'ai accepté que ça faisait partie de moi parce que quand je parlais autour de moi de cette question où je n'aimais pas forcément me retrouver seule, on me disait, mais oui, mais c'est aussi pour ça que tu es épuisée. Oui, mais ça fait partie de moi et je n'ai pas forcément envie de changer cette étape. J'ai envie aussi d'être en lien et ça me fait du bien. Alors, je vais t'expliquer comment, du coup, l'épuisement s'est installé petit à petit. Au départ, je pensais que j'étais bizarre parce que je n'avais pas envie de rester longtemps dans les différentes organisations où je travaillais. Lorsque, du coup, ça ne me plaisait plus, ou lorsque je sentais qu'il y avait une incompatibilité avec ma vision et mes valeurs, j'avais une tendance au changement. Et en même temps, lorsque je parlais avec différents professionnels, on me disait que ce côté aurait pu être pris pour de l'instabilité. Alors finalement, j'ai décidé d'essayer de rester comme tout le monde et de ne pas assumer mon côté où j'étais là aussi ponctuellement dans des organisations. L'une des organisations, je me souviens, c'était en 2016, je l'ai intégrée, jeune professionnel, jeune cadre, avec une envie, une soif d'apprendre et de partager. Je suis arrivée dans une équipe où vraiment je me suis très impliquée. J'ai été aussi à la fois sur le terrain et je travaillais dans l'autisme et quand on travaille dans l'accompagnement des personnes qui présentent des troubles du spectre autistique, on peut être face aussi à des comportements du coup dits inadéquats des personnes accompagnées et ça peut être difficile à vivre.
Donc comme je te disais, en fait, on avait un rapport et un lien avec les familles qui était parfois complexe. Et en fait, c'était la première fois que je me retrouvais confrontée à cette situation. Moi, j'ai toujours aimé travailler, je n'ai pas eu de difficulté avec, mes équipes et je me retrouvais face à une complexité, en accompagnant les familles. Je le dis parce que c'est un tabou dans le médico-social, mais aussi c'est un des éléments qui m'a fatiguée parce que lorsque ça va bien avec les professionnels, lorsqu'on essaye d'aller dans le sens, de la législation et qu'on finalement on se retrouve confronté à des difficultés avec, finalement les parents, des personnes qui nous laissent la responsabilité de leur enfant, ça peut être, vraiment complexe. Et là, en fait, j'ai été dans une dynamique de protection face aux salariés que j'encadrais, mais je ne voyais pas que ça me, fatiguait au fur et à mesure. Les premiers signes, ça a été une perte de cheveux. J'ai perdu des cheveux, dans cet établissement, et pour autant, ça ne m'a pas alertée plus que ça. Ça a été la première fois où j'ai dû me couper les cheveux, très courts et la coiffeuse de l'époque me disait: «Mais Ophélie, ton cheveu, en fait, il est en train d'exprimer une certaine fatigue». Pour autant, je me suis pas arrêtée. Je me souviens, je continuais à aller au travail avec, mes collègues, hem un peu la boule au ventre, mais pas trop. On avait une équipe de direction soudée. On avait des salariés qui nous faisaient remonter des complexités sur le terrain et nous, on a vraiment travaillé, du coup, de façon à les protéger. Ça a duré 2 ans et au final, je suis partie de cet établissement alors que je m'entendais très bien avec mes collègues parce que je me suis dit que nous étions dans une chaîne où on restait tous ensemble parce qu'on travaillait bien mais par contre, j'avais des premières alertes physiques et je me suis dit que c'est cet environnement de travail, qui ne me convenait pas. Je ne me suis pas dit que derrière, j'avais un fonctionnement aussi, qui, pouvait en tout cas, encourager ou le fait que moi, je ne prenais pas soin de moi. En tout cas dès le départ. Ça ne m'est pas venu finalement. Donc j'ai changé de premier environnement de travail et puis j'ai atterri dans un nouvel environnement comme je dis et j'aime à dire, qu'il y avait tout sur le papier pour plaire. Je travaillais 35 heures, j'avais toutes les vacances scolaires. C'était très difficile pour moi au départ, de m'intégrer, hein, dans cette nouvelle équipe parce que je ne faisais pas le deuil, de mon ancienne équipe. Parce que ça se passait très bien avec elle et j'étais limite dans la culpabilité de les avoir laissés dans ce contexte de travail assez compliqué. Quand je suis arrivée, la première chose dans le nouvel environnement que le directeur de l'époque m'a dit, il m'a dit: «Ophélie, voilà, maintenant tu es dans le secteur enfance, éclate-toi». Je savais pas ce que ça voulait dire ce mot «éclate-toi» parce que pour moi, au boulot, en fait, on vient, on s'engage, mais surtout, j'étais là en tant que cadre, en tant que manager pour que les professionnels que j'encadre s'éclatent. Je ne savais pas en fait, pour moi, c'était pas possible que moi je sois très bien et qu'eux, ils soient moins bien. Donc quand j'entendais «éclate-toi», c'était, assez loin pour moi parce que pour moi, j'étais centrée sur le bien-être, des personnes, accompagnées, mais aussi des collaborateurs. Vraiment et quand je discutais, dans mon entourage, je me disais: «Ophélie, franchement, c'est une forte valeur, j'aurais aimé que tu me manages, ta vision, me fait du bien». Pour autant, il y avait quand même une dissonance, il y avait quand même des signes de fatigue. Je suis arrivée dans un contexte aussi de changement pour, les collaborateurs. On a des changements de conditions de travail et ça n'a pas été simple. Je me suis retrouvée donc, 2018, une première année qui a été un peu complexe entre le deuil de l'ancienne équipe et puis cette arrivée dans cette nouvelle équipe qui a été plus compliquée. C'était la première fois que je me retrouvais face à une équipe, où on n'avait pas forcément la même vision sur certaines choses et c'était complexe pour moi parce que j'essayais de contribuer à leur bonheur, j'essayais toujours solaire, toujours souriante parce que c'est celle que je suis au quotidien et finalement, j'ai perdu mon sourire petit à petit et déjà c'était un premier signe parce que quand j'ai quitté le premier boulot, je me souviens que ma fille, elle m'avait dit: «Maman, c'est la première fois que je te revois sourire» et ça m'avait fait un choc et je me suis dit que si dans ce nouveau boulot, tu commences à perdre ton sourire, ne l'oublie pas. C'est un signe parce que ta fille, elle l'a noté et les enfants en général, ils ne se trompent pas. Et donc je continuais avec ce même élan, ce même engagement auprès de cette équipe avec, voilà une organisation différente, des complexités
aussi liées à notre secteur, aux nouvelles demandes. Et petit à petit, je me rendais compte que je commençais à aller au travail, la boule au ventre. Donc, on a commencé l'année 2019 et on s'est dit, en fait, voilà, là, il y a un problème avec l'équipe de direction de l'époque. Il y a un problème, on n'y arrive pas. On avait rencontré une coach professionnelle lors d'une formation. Moi, je ne connaissais pas ce métier, hein. Je suis plutôt du genre très sceptique avec des métiers un peu ce qu'on dit validés. Et c'est bien parce que cette expérience m'a permis d'aplanir certaines de mes croyances. Et en fait, j'ai rencontré cette professionnelle avec ses techniques. Et je me suis jamais dit au départ que j'aurais fait appel à une coach. Ça, je vais vous dire un peu mes clés, moi, ce que j'ai utilisé. Et au fur et à mesure, je venais au travail avec la boule au ventre, avec vraiment une insatisfaction sur la relation que j'avais aux autres, ce que je ressentais. Je regardais finalement l'environnement, le portail, je me sentais libre de partir, mais enfermée en fait. Enfermée dans un bon cadre de travail parce que finalement, je travaillais à 10 minutes de chez moi, toutes les vacances scolaires. J'étais en Île-de-France, donc c'était rare. Donc je me disais, tu as cette chance et tu te plains. En fait, je ne m'autorisais pas à ne pas apprécier mes conditions de travail. Je me disais: «Mais c'est pas normal, c'est toi le problème, tu n'y arrives pas, ça fait la deuxième fois que tu changes d'environnement, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, j'étais dans une culpabilité permanente et je me disais: «Beh, tu vas pas abandonner tes collègues, tu ne vas pas abandonner l'équipe de direction, tu l'as déjà fait, une première fois». Donc j'avais d'autres expériences professionnelles qui s'étaient pas forcément bien passées et j'augmentais en termes de culpabilité. Vraiment. Et franchement, ça n'allait pas. Pour autant, je continuais à y aller. Donc, été 2019, avant l'été, du coup, on décide avec l'équipe de direction de se faire accompagner parce qu'on s'est dit peut-être que nous avons une difficulté et que nous devons améliorer notre posture. Donc, on fait appel à cette fameuse coach. Et je me souviens, lors de mon premier entretien avec elle, je lui dis, écoute, moi, je suis arrivée à un stade, j'adore le médico-social, j'adore mon métier. Je suis une passionnée. J'ai l'impression que ça me fait mal de travailler dans ce secteur. Donc, soit effectivement, je trouve une solution, soit j'arrête tout. Et je lui ai dit, est-ce que, personnellement, lorsqu'on est face et confronté à ce type de réflexion, est-ce que c'est là où on fait appel à une coach? Et elle me dit, oui, tu peux venir. Mais on ne met pas encore le mot épuisement parce que je ne m'autorise pas à dire que je suis épuisée parce que je carbure aussi à 100 à l'heure dans ma vie personnelle. Je ne m'autorise pas. J'ai aussi un conjoint qui, de par son métier, se déplace beaucoup. J'accueille les frères de mon conjoint chez moi pour qui viennent des Antilles pour leur propre étude. Enfin, je suis complètement tournée vers les autres sans que mon conjoint soit là parce qu'il se déplace de par son métier. Je m'occupe de ma fille et je me rends pas compte que finalement, j'ai la même continuité au boulot et aussi de façon très personnelle. Et puis, été 2019, on part avec ça, avec cette envie de se faire accompagner. Et moi, je décide, c'est l'une de mes premières clés, de me faire coacher à la rentrée 2019. Je passe un bel été chez moi aux Antilles avec ma famille et je reviens requinquée. Je fais ma première semaine en août, fin août, je me souviens, première semaine. Et là, je vois les personnes que j'encadrais, cette organisation. On travaille dans un château, donc un bel environnement. Et pour autant, quand j'arrive, j'ai la boule au ventre. Franchement, je vais être honnête, je n'avais pas envie de les voir. Et au bout d'une semaine, mon pied, il craque. Mon pied craque, mais j'ai du mal à marcher et je continue. Je ne me rends pas compte que finalement, c'est un signal, le signal, du coup, le plus visible à l'époque, mais aujourd'hui, avec le recul, il y en avait d'autres, notamment la coupe de cheveux. C'était déjà un premier signal fort d'épuisement. Le corps, il craque, mon pied, il craque, et je continue d'aller au travail. Et au début septembre 2019, j'y vais 2 jours, je m'arrête 3 jours. L'autre semaine, je vais 2 jours, je m'arrête 3 jours. Et je m'arrête, et une énième fois, quand je passe dans les couloirs, du coup, de mon lieu de travail,
Les collègues, elles me voient et elles me disent: «Mais tu es courbée, en fait. Tu es courbée, tu marches courbée». Je leur dis: «Mais non, ça va aller». Elles me disent: «Ophélie, va aux urgences». Et là, je comprends dans les yeux des autres qu'il y a un problème. Si on me dit: «Va aux urgences», alors que d'habitude on me voit solaire, rayonnante, il y a un vrai problème. Et moi, je vais aux urgences et j'y vais seule et je marche. Je marche et le médecin d'emblée me dit: «Mais en fait, non, vous n'avez pas de fracture parce que vous n'auriez pas marché». Et à l'intérieur, quand il me dit: «Vous êtes à combien sur l'échelle de 10 sur 10 au niveau douleur?» Je lui dis 10, voire 12 en fait. Et il dit à son interne: «Non, mais il y a pas de fracture, on fait une radio, il y a pas de fracture, heu, parce qu'elle marche». Et là, je me dis, avec le recul, comment j'ai pu erroner aussi un diagnostic parce qu'effectivement, avec une fracture, on marche pas. Et pourtant, j'ai marché. Et il m'a laissé partir en me disant: «Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez aller au boulot, du coup, je vous mets de la pommade», à l'époque, «allez-y». Et moi, je continue pareil, 2 jours, je m'arrête 3 jours et je décide, mon médecin était en vacances, mon médecin traitant, et j'ai décidé de l'attendre. Et donc j'ai passé tout le mois de septembre 2019 comme ça, et je décide fin septembre d'aller voir mon médecin après ses congés. Et là, elle me voit arriver, je lui raconte mon histoire et elle me dit: «Je suis sûre que vous avez une fracture». En fait, c'était une fracture, un os du pied imprononçable, je ne pouvais pas vous le dire, et en fait, on l'a vu à l'IRM. Elle me dit: «De par votre posture, de par vos habitudes». Et là, franchement, elle m'a arrêtée 2 semaines. Je suis rentrée chez moi. Je ne savais pas comment ne pas travailler finalement. C'était la première fois que j'avais un arrêt aussi long, que je m'autorisais. J'ai continué à un peu, travailler, répondre à certains mails, mais surtout, ce qui revient, c'est le côté familial. Je pouvais pas m'arrêter de conduire, je devais emmener ma fille à l'école, mon conjoint n'étant pas là. Et je revois ce médecin et je me souviendrai toujours, elle me dit, après 2 semaines: «Là, je vois que vous n'avez pas ralenti. Ça va pas mieux». Et elle me dit: «Si vous ne ralentissez pas, si vous n'acceptez pas de vous reposer, vous serez là pour 3 à 6 mois». Et là, c'est l'hécatombe. Comment, m'arrêter 3 à 6 mois? Heu, comment la notion de l'abandon, la notion aussi de la culpabilité, de la honte d'être un manager, finalement d'être fatigué au point d'avoir une fracture, l'incompréhension. Et là, finalement, je est toujours sceptique pour vous dire un peu le fonctionnement. Je rentre chez moi et je vais vérifier ce qu'il faut pas faire, hein, sur internet, si, ce sont de bonnes informations. Ici, dans le cadre des fractures de contrainte, on peut être amené à arrêter 3 à 6 mois. Et je vois des témoignages de personnes qui disent: «Je n'ai pas ralenti, du coup, j'en ai eu pour 6 mois d'arrêt». Et là, je me dis: «Ophélie, là, c'est un signe». Et le cerveau, il sait bien ce qu'il fait parce que si c'était toujours ta boule au ventre, si c'était les pleurs que tu avais eus la semaine d'avant, tu aurais continué. Et là, c'est ton corps, ton pied. Tu peux plus marcher et donc là, accepte de ralentir. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis posée, j'ai pris le temps, je ne savais pas comment faire. Je peux vous dire que j'étais chez moi, je ne savais pas c'était quoi prendre soin de moi. J'ai eu peur au début, j'ai eu du mal à apprécier ma propre compagnie parce que j'avais beaucoup de pensées automatiques. Je pensais beaucoup au travail. Il m'a fallu une bonne semaine pour décrocher et au final, j'avais besoin, tout de même de cette première clé qu'est le coaching parce que je me sentais, comme un lion en cage, vraiment. Et donc j'ai décidé de commencer cet accompagnement. Et pour moi, ça a été l'une de mes clés que je vais vous partager, cette rencontre avec cette coach. Et ça a été ça au départ, moi je suis pas patiente sur certains points et mon impatience d'aller mieux et de lui dire dès le départ: «On trouve une solution avec toi, je ne peux plus continuer». Et en fait, ces séances de coaching, en analysant tout mon parcours de vie, je me suis rendu compte que l'épuisement s'installait petit à petit. J'avais perdu à l'époque mon père, 6 ans avant, en 2013. Je n'avais jamais arrêté de travailler, c'est-à-dire que je n'ai jamais arrêté pour
accueillir le fait que j'ai perdu mon père en 9 mois de maladie, accueillir le fait que j'étais triste et j'ai enchaîné avec des expériences professionnelles complexes. Je perdais l'un des piliers de ma vie et en fait, on a recollé tous ces morceaux et on s'est rendu compte qu'en fait, que dans mon fonctionnement, cette tendance à tout donner, c'était aussi un héritage. Et moi, j'ai décidé de dire stop à cette tendance à tout donner. Pourquoi? Parce que j'ai un papa qui est décédé d'un cancer de l'estomac. Et oui, le cancer de l'estomac a des causes, peut-être on dit génétiques, mais aussi du côté environnemental. Il y a aussi du côté d'un fonctionnement. Mon père aussi, c'était quelqu'un qui avait tendance à tout donner. Mon père aussi, c'était quelqu'un de très solaire. Et je me reconnaissais en lui. Et je me suis dit, pour toi, pour l'homme que tu es aussi, qui désirait vivre, parce qu'il est décédé qu'à 55 ans, je me dois de prendre soin de moi. Ça a été mon déclic de me dire, cette fracture est en l'honneur de mon père, et je suis émue en disant ça, en l'honneur de mon père, je vais vivre, et je vais vivre différemment. Et c'est pas évident. Quand dans un accompagnement, un coaching, on vous met votre fonctionnement face, et à l'époque, je me suis rendu compte que finalement, j'étais très entourée par le chiffre, par le nombre, mais mes amis n'ont pas vu que je n'allais pas bien. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que moi, je savais montrer et dire que je n'allais pas bien? J'ai essayé, parce que je vivais aussi certaines complexités personnelles. Je voulais un deuxième enfant qui n'arrivait pas. Donc il y avait aussi cette charge-là, et personne ne le savait autour de moi, à part mon conjoint. Je le dis parce que tous ces éléments ont contribué à mon épuisement. Ce que je vivais personnellement, ce que je vivais professionnellement, et surtout le fait d'être entouré et de ne pas savoir appeler à l'aide et que les autres ne puissent pas aussi voir que vous avez besoin d'aide. Et ça, c'était difficile pour moi, pour quelqu'un qui, comme moi, ait une tendance à tout donner et à voir quand les autres ne vont pas bien. Et je le dis tout de suite, c'est pas une fatalité, parce que finalement, si vous êtes entouré, que vous avez une tendance à tout donner, vous avez aussi la responsabilité de prendre soin de vous. Et je le dis, c'est difficile à entendre. Je le dis, et c'était tout le chemin de ce coaching où j'ai été vraiment choquée au début, pas contente quand elle me disait, Ophélie, c'est à toi de prendre soin de toi, c'est à toi de te mobiliser pour toi. Et j'étais fâchée parce que je lui disais, oui, mais moi, je suis là pour les autres, je vois quand les autres ne vont pas bien. Et pourquoi les personnes, dans leur comportement, dans l'approche aussi humaine au travail, on peut pas bien vivre? Pourquoi il y a des conflits sur des choses qui n'ont pas de sens? En tout cas, ça ne me faisait pas de sens à l'époque. Et j'ai dit, mais pourquoi ils n'acceptent pas ma main tendue au travail? Je souhaite qu'ils aillent bien et pour autant, je mets en place des choses et ça ne va pas. Et je lui disais la même chose pour mon domicile. Je disais, ouais, mais moi, je suis là pour tous mes amis, pour les autres, et ils n'ont pas vu que je n'allais pas bien. Et elle me disait, mais c'est à toi de créer ta façon de prendre soin de toi. Et j'étais en colère. J'étais en colère et surtout, je pense que j'étais en colère contre moi d'avoir attendu aussi longtemps, 25 années de ma vie pour prendre soin de moi. Presque, voilà, donc 25-30 ans, en fait. Je dis 25 années, mais j'avais 31 ans à l'époque. Et je pense que j'étais en colère parce que je me suis rendu compte qu'à 31 ans, je ne savais pas prendre soin de moi. Et je me souviens au début, on m'avait dit lâche prise sur le travail. Ça veut dire quoi, lâche prise? Concrètement, je n'étais pas aussi armée pour dire ça. Prends soin de toi, pense à toi. C'était des mots vagues, très vagues. La seule fois où j'ai essayé de ralentir, c'est quand j'ai eu cette obligation par rapport à la fracture. Et dans ce coaching, on a pris le temps d'aller à la rencontre de moi-même. On a pris le temps de me permettre de voir ce qui me faisait du bien. J'ai aussi appris à me donner rendez-vous. Et ce qui m'a fait du bien, parce que j'ai rencontré cette coach et de façon concomitante, j'ai commencé à suivre Mavic Bright, je la cite, parce que ça a été très, très, très important.
C'était les débuts de ses interventions où elle parlait un peu de l'empowerment, de comment aussi, prendre sa place. Elle débutait aussi et ça m'a fait du bien d'avoir, ces 2 personnes qui disaient la même chose. Alors j'étais en colère, j'ai dit: «Oui, elle parle, de comment s'empuissancer, de la place des femmes», mais du coup, c'était difficile pour moi de les entendre et de ce côté où on prenait vraiment sa place seul, sans les autres. C'était compliqué pour moi de l'entendre et pour autant, je me suis, donné ce coup de pied pour le faire parce que je savais pour moi, que c'était le moment et surtout comme je dis tout souvent, ça a augmenté mon espérance de vie, en fait. Parce que, ce cancer non, je ne voulais pas ce cancer. Ça a augmenté mon espérance de vie de prendre soin de moi. Je l'ai appris, j'ai pris le temps, j'ai essayé des choses, il y a des choses qui ne me convenaient pas. On me parlait à l'époque de méditation, ça ne me convenait pas du tout, je ne savais pas fermer les yeux, méditer, pendant 1 minute, je n'y arrivais pas. J'ai commencé par me donner rendez-vous, pour vous dire, je me mettais des alarmes pour, convenir d'un temps pour moi. J'ai essayé de trouver, et ça c'était des défis, que Mavic Bright proposait, de s'offrir des récompenses quand on faisait, des choses, qui sortaient de l'ordinaire, alors qu'avant je ne me célébrais pas. En fait, j'ai essayé petit à petit différentes clés. J'ai aussi par rapport aux pensées, à la culpabilité que j'avais de ne pas aller bien, j'ai essayé les affirmations positives. Moi, ça m'a convenu et je ne vous dis pas que ça vous conviendra, mais à l'époque, c'est ce qui m'a convenu. J'ai fait les choses avec, j'ai envie de dire, un peu plus d'intention que maintenant. Donc, si je devrais dire, en fait, les outils concrets, moi, qui m'ont aidé, ça a été mon coaching. Mais ça a été aussi intégrer l'ananas impérial de Mavic Bright, que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup aidé. Je me suis aussi entourée de personnes qui pouvaient aussi, j'ai limité, pardon, mais mon réseau, en fait. S'il y a certaines relations, que j'ai arrêtées, des amis que j'ai perdus parce que, je voulais, que ceux qui étaient auprès de moi pendant cette période-là puissent me voir telle que j'allais devenir, c'est-à-dire une personne qui ne prend plus soin d'eux d'abord, mais une personne qui essaye de prendre soin d'elle avant. Et là, je vous parle, on est en 2020, donc avec le covid, qui est pour moi aussi un temps clé, parce que c'est pour moi une période qui rappelle cette nécessité, de se mettre dans sa vie à la première place. J'ai aussi, connu d'autres personnes, qui avaient cette mentalité de prise en soin d'eux-mêmes et du respect, des limites. J'ai appris à fixer mes limites. Je ne le savais pas, mais je pense que ça fait l'objet d'un épisode de podcast. Comment fixer ses limites? Parce que moi, je suis décrite dans mon entourage comme la grande bouche, celle qui n'accepte pas n'importe quoi. Et pour autant, je me suis rendu compte que je laissais, parce que j'avais ce caractère un peu fort, je permettais aux gens de franchir certaines de mes limites. Je n'arrivais pas à dire non. C'est-à-dire, je suis jeune, je peux dire non, dans le fait de recevoir de la famille qui vient, pour des études. Je ne savais pas dire non. Pour moi, je devais donner l'opportunité à des jeunes, à ma famille, de venir faire les études, en France hexagonale, quitte à me mettre en difficulté, que ce soit financière, que ce soit, du coup psychique. Même si j'étais épuisée, je devais accueillir les gens et de façon dans l'éducation, dans l'entourage aussi familial, on nous faisait croire qu'on était aussi obligés d'accueillir ces personnes. Et en fait, savoir dire non, ça a commencé aussi par là. Savoir dire non à l'entourage, savoir dire je ne suis pas disponible, savoir dire aussi j'existe et regarde-moi, là, je ne vais pas bien. Mais c'est aussi savoir dire aussi dans l'intime à son conjoint, je ne vais pas bien et à ses amis, je ne suis plus la femme que vous avez connue. Je ne veux plus être le potomitan, la femme qui est là pour tous, celle qui tient tout le monde à bout de bras. Maintenant, je m'autorise à vous dire que je ne vais pas bien. Et c'est compliqué quand on est habitué à être la solaire, celle qui va bien. Donc ça a été vraiment, si je dois résumer mes clés, le coaching, le fait d'intégrer des programmes de self-coaching ou d'empowerment féminin, ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'avoir des recours et de travailler sur
mes propres pensées, en fait, ce qui revenait, pourquoi dans mon fonctionnement et l'analyse finalement, de ma vie, en fait. Pourquoi dans ma vie j'avais ce fonctionnement et aussi me donner rendez-vous. Donc organiser mon planning de telle sorte que j'ai le travail, mais j'ai aussi des rendez-vous avec moi-même et j'ai aussi des temps pour aller contribuer à un impact social extérieur. Donc à l'époque, je faisais de la formation, ce qui m'a permis de m'éclater aussi et de sortir de ce côté monotâche. Et justement, cette période m'a permis d'accepter aussi le fait que je sois quelqu'un. Je ne peux pas faire une seule activité. Je suis cadre, oui, du travail social, chef de service, mais j'ai besoin d'aller faire de la formation, j'ai besoin d'aller faire d'autres activités que ça me met en vie. Donc j'ai aussi appris à accepter le fait que peut-être cet environnement de travail ne me convienne pas, que je serai amenée à partir, mais j'ai appris à avoir de la patience et à préparer un départ. Vraiment, si je devais retenir, du coup, j'ai envie de partager avec vous des messages que je retiens de ce que j'ai vécu de l'épuisement. Le premier message, c'est fixer des limites avec son entourage, ça fait du bien. Ce n'est pas méchant. Savoir dire non, ça fait du bien. Ce que je retiens aussi, c'est que l'épuisement, c'est bien si on l'entend tout de suite, mais il s'installe petit à petit et c'est pas grave si on n'a pas le mot burn-out. Le fait qu'on n'ait pas le diagnostic de burn-out ne nous donne pas une absence de légitimité par rapport à ce qu'on vit. Ça, c'est très important. Bien s'entourer, c'est très important. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la qualité des relations. Et c'est pas grave si parfois on est amené à arrêter des amitiés, parce que ce que j'ai compris, c'est que 5 ans après, on peut retrouver ces personnes et avoir les mots pour leur dire, ben écoute, je vivais ça à cette époque, j'avais besoin de ça venant de toi. Et parfois, certains sont libres de recevoir, il y a certains qui refusent, et puis il y a certains qui se disent, ben oui, je ne l'ai pas vu il y a 5 ans. Et on peut aussi retrouver des amitiés. Donc ça, bien s'entourer, c'est important. Et surtout, on peut se donner rendez-vous. En fait, lorsqu'on vous dit des mots vagues, prends soin de toi, si vous ne savez pas comment faire, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui peuvent vous accompagner et vous apprendre à le faire. Je parle des coachs. Moi, aujourd'hui, du coup, je le fais. Je suis devenue coach. Je parle des psychologues. Il y a aussi des médecins qui sont très bien pour suivre dans le cadre de l'épuisement. Il y a de la sophrologie. Et oui, avec du coup le recul, la méditation. En fait, vous avez plein de canaux qui vont vous aider pour ça. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, allez écouter les témoignages. Venez, n'hésitez pas à interpeller. Lorsque vous avez besoin de vos moments de solitude, prenez-les. Mais surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. D'accord? Ça, c'est très important pour moi de vous le dire. J'avais envie de vous partager qui je suis devenue après l'épuisement. Moi, j'accompagne aujourd'hui différemment le médico-social. J'ai accepté le fait que je sois un élément, un électron libre, où j'ai envie de contribuer au bonheur des autres, et je le dis, et je viens ponctuellement dans les structures pour justement accompagner toute cette mutation du secteur, pour accompagner aussi l'épuisement des collaborateurs. Donc, je fais du coaching d'équipe pour la cohésion d'équipe. Je fais aussi du coaching individuel pour les managers, pour qu'ils puissent prendre leur place dans leurs fonctions, la prise de poste, mais aussi en prévention de l'épuisement. C'est très important pour moi, la prévention. Et donc, ce podcast, hein, je veux qu'il soit aussi un élément de sensibilisation. Surtout, mon message pour les managers. Vous êtes sur un poste qui est de fait isolé, mais ne restez pas seul. Et c'est pas parce que vous êtes manager que vous devez tout encaisser, tout vivre. C'est important que vous aussi vous preniez soin de vous pour que vous ayez aussi la possibilité de prendre soin de vos collaborateurs. C'est vous d'abord. Quand vous allez bien, vos collaborateurs vont bien aussi. Et acceptez de ne pas aller bien, surtout manager. Les collaborateurs terrain, acceptez aussi de ne pas aller bien. Et surtout, ce que j'ai envie de dire aux organisations, c'est accepter de co-construire ensemble, de vous arrêter. Alors, c'est très bien le fauteuil maçon dans les organisations. Mais au-delà du fauteuil maçon, comment c'est nécessaire de se poser et de créer une stratégie de qualité de vie
au travail qui correspondent aux besoins de tout le monde. Et ce que j'ai envie de vous dire, que vous soyez manager, collaborateur en terrain, maman, pas maman, l'important c'est de créer une routine de prévention, d'anti-épuisement qui vous correspond. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, si vous ne savez pas le faire, il y a des personnes qui peuvent vous aider. D'accord? Très important. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous ai partagé mon parcours un peu pêle-mêle. Peut-être que j'ai oublié plein de choses, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, ma routine de prévention anti-épuisement, ce que j'ai trouvé, c'est que moi, je me prépare des blocs-temps de couleurs dans mon planning où j'ai besoin que mon cerveau voit telle couleur, c'est le travail, telle couleur. Et j'ai réussi, après quelques années, à me dégager une après-midi pour moi le vendredi. J'ai essayé toute la journée du vendredi, ça, je n'ai pas réussi. Et au début, je cherchais des activités un peu extérieures parce que je me disais, bon, ben, c'est peut-être le spa qui va m'aider. Alors oui, mais des fois, financièrement, on peut pas faire un spa, un massage une fois par mois, une fois toutes les semaines. Et moi, me reposer, juste dormir ou être du coup finalement seule avec moi-même, ça me fait du bien. Mais ça m'a pris des années. Et donc ce que j'ai envie de vous dire pour conclure, c'est de vous laisser le temps. Accepter d'être vulnérable. Accepter que ce soit votre période du coup. Accepter aussi, et ça je l'ai compris, moi il y a des phases, comme la période qui va arriver, elle est proche de l'anniversaire du décès de mon père. C'est une phase où je sens que je suis moins bien. C'est une phase où je sens que je suis border avec l'épuisement. Et oui, des fois ça reste. Et là je me dis, je le compare à la mue. Je me dis, mais tu as besoin de retirer peut-être cette peau. Et chaque année, en fait, j'accepte que j'ai cette période un peu de moins bien. J'accepte aussi de m'écouter. Et ça, c'est important, du coup. L'écoute de soi, l'écoute de son corps, l'écoute aussi de ses pensées, pour qu'on puisse aussi décider et d'être conscient que c'est nécessaire de finalement trouver sa propre routine de prévention de l'épuisement. OK, c'est ce que je voulais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. N'hésitez pas à me partager aussi votre témoignage. Si vous avez envie de proposer vos clés, si vous avez envie de parler de votre histoire aux personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je serai ravie de vous lire et merci pour votre écoute et on se dit à très vite.